Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Et c'est une émission de saison que Franck Ferrand nous propose aujourd'hui sur Europe 1, puisqu'elle est consacrée à un personnage dont on va beaucoup parler dans les jours qui viennent, le Père Noël. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. J'ai sous les yeux un très beau livre illustré intitulé « Cher Père Noël » et consacré à de véritables morceaux de littérature. Ce sont les lettres au Père Noël. Son auteur, Jean-Pierre Guénaud, avait déjà signé Paroles de Poilu, Paroles de l'Ombre. Eh bien, de nouveau, vous allez voir qu'il nous livre de véritables trésors. Alors, vous me disiez juste avant l'émission que ce livre réserve aussi quelques surprises. Oui, il y est question notamment de l'exécution du Père Noël en effigie sur le parvis de la cathédrale Sainte-Bénigne à Dijon. C'était le 23 décembre 1951. Ou d'un Saint-Bénigne, pardon, j'ai dit Sainte-Bénigne, mais c'était un saint. Ou également d'un règlement de compte assez étonnant, vous verrez, entre Jean Cocteau et François Mauriac. En compagnie de Jean-Pierre Guénaud, nous allons aussi nous poser de grandes questions. Quel âge a le Père Noël? D'où vient-il? Qui assure son secrétariat? Enfin, vous voyez pas mal de questions existentielles. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et si je vous disais qu'il y a longtemps, très longtemps, du temps des Gaulois et même un peu avant cela, le Père Noël existait déjà. Il ne portait pas tout à fait le même nom, mais enfin, et si je vous parle de divinités celtes appelées Gargan et Thor, cela ne vous dira peut-être pas grand-chose. Mais il se trouve que dans les années 50, le chanoine de Cossé-Brissac a noté que le premier Gargan, qui en littérature devait donner naissance beaucoup plus tard à Gargantua, ce Gargan était un géant bienfaisant qui portait de lourdes bottes et sur le dos une hotte pleine de surprises. Vous avouerez que ça rappelle quelqu'un, non? Quant au second, le fameux Thor, fils d'Odin, que l'on rencontre dans les sagas scandinaves, il avait, semble-t-il, l'aspect d'un vieillard jovial et amical, doté d'une barbe blanche. Il entrait dans les maisons par la cheminée, figurez-vous, et il adorait se vêtir en rouge. Ainsi, ce que des esprits chagrins voudraient faire passer pour une invention très récente, traînait-il depuis la nuit des temps dans le vieux fond des légendes païennes du panthéon occidental. Le bon Papa Noël serait une figure immémoriale enfouie dans nos inconscients, ce que M. Jung, décidément on était avec Lou Andréa Salomé hier, oui. Ce que M. Jung appelait un archétype. Tout à l'heure, au cours du récit, je reviendrai à loisir sur de plus récentes origines et sur le père avéré, ou en tout cas le grand-père du Père Noël, un certain évêque de Myra en Asie mineure, répondant au nom de Nicolas. Mais en attendant, j'aimerais vous parler de fougueux, de danseurs, fringants, grincheux, comètes, Cupidon, furieux et lourdeau. Ça vous dit quelque chose, ces 8 noms, Julia? On dirait les 7 nains, je ne sais pas. Eh ben non, en l'occurrence, c'est pas les 7 nains, ce sont 8 animaux hauts encornés. Ce sont les noms de 8 reines. Les reines qui tirent évidemment comme fétu de paille le traîneau du Père Noël. Le poète new-yorkais Clement Clark Moore l'écrivait en 1822. Et j'entendis dans un éclair les petits sabots qui piaffaient et caracolaient sur le toit qui résonnait tout autour de la cheminée. Comme je me retournais éberlué, je vis sortir Saint-Nicolas bondissant hors de la cheminée, tout de fourrure vêtu des pieds jusqu'à la tête, et ses habits étaient ternis par la cendre et par la suie. Avec son baluchon de jouet flanqué sur son épaule, il avait l'air d'un chiffonnier paré pour le marché. Ses yeux comme ils brillaient, ses fossettes joyeuses, ses pommettes fleuries et son nez tel une cerise rutilait, sa drôle de petite bouche avec ses lèvres gourmandes s'entourait d'une barbe blanche, plus blanche que la neige. Il tenait le bout de sa pipe bien serré entre ses dents et la fumée l'auréolait comme un vieux saint qu'il était. Il avait un large visage, une petite bedaine toute ronde qui tremblotait comme de la gelée quand le rire le secouait. Il était joufflu, dodu à souhait, ce joyeux petit elfe, et il me fit rire lorsque je l'aperçus. Rire du Père Noël, vous avouerez qu'à 3 jours de la distribution, ce n'est pas une très bonne idée. Recevons le Père Noël Et sur comme on Europe dit, 1. ça c'est fait. Ça c'est fait. La hotte de Noël, Europe 1. Et vous
vous avouerez que c'est particulièrement en situation aujourd'hui. Jusqu'au Tout à 25 fait. décembre, la Hotte de Noël est de retour sur Europe 1, Julien. Et nous vous proposons de jouer pour gagner un séjour d'une semaine pour 6, 7 ou 8 personnes à la mer, à la montagne, dans une résidence 3 étoiles, Mona Lisa. Cadeau exceptionnel car vous pourrez choisir votre destination et partir en famille, même pendant les vacances scolaires. Valeur du séjour, 1 400 €. Oui, pour vous, si vous êtes inscrit et vous allez participer au tirage au sort, vous envoyez le mot de passe, c'est Franck, le prénom, c'est qu'à la fin par SMS, c'est 3921, 50 centimes plus coût d'SMS, ou bien vous nous appelez au 3921, 34 centimes d'euros la minute. Bonne chance à vous. En décembre, c'est Noël tous les jours avec la Hotte de Noël Europe 1. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Et avec votre invité aujourd'hui sur Europe 1, Jean-Pierre Guénaud, auteur de Cher Père Noël, un siècle de lettres au Père Noël aux éditions Télémac. Bonjour Jean-Pierre Guénaud. Bonjour. Merci de venir nous parler de ce Père Noël qui a trop à faire pour le faire lui-même en ce moment. Vous nous montrez dans ce livre des merveilles, parce que vraiment, que de foi, que de ferveur chez tous ces enfants. On va y venir tout à l'heure. On va lire des extraits de ces lettres et puis on entendra aussi certains enfants au micro d'Europe 1 qui vont nous parler du Père Noël et de ce qu'ils attendent de lui. En attendant, il faut que nous revenions sur les origines du bonhomme et sur cet arbre généalogique incroyable qui remonte à la nuit des temps, comme et je qui le disais. fait rougir tous les rois de France, puisqu'on se noie, on en citait tout à l'heure, dans des divinités nordiques en quelque sorte, très profanes, très païennes. On trouve aussi des divinités on trouve aussi des divinités antiques. Il ne faut pas oublier Saturne. Si le Père Noël est capable de descendre des cheminées allumées en plein mois de décembre, c'est parce qu'il est un digne héritier du dieu du feu, Saturne, et que donc il est équipé pour affronter le feu. Et puis on trouve également des saints de l'Église, on en reparlera, mais aussi notamment bien sûr Saint-Nicolas, dont je vais parler dans un petit moment. Notamment Saint-Nicolas, mais aussi tous ces bonhommes de terroir qui ont envahi nos provinces pendant très longtemps. Un peu les elfes, les lutins, Ce sont les bons descendants génies des des elfes, forêts. des lutins, des bons génies, de ces créatures magiques, féeriques, qu'on pouvait appeler Père Janvier, Père Chalande, Père Naudet, Olenzaro au Pays Basque, avec des noms très divers. Et pendant très longtemps, ces personnages ont été plutôt filiformes. Ils avaient C'était pas des gros Non, bonhommes ils étaient comme les ventrus. saints de l'Église, plutôt sveltes, ou bien comme ces elfes et ces lutins. Mais les choses ont changé. Un peu petit, oui, ils vont prendre de l'embonpoint avec le temps. Ce qui est assez étonnant, c'est que on peut dire que le point commun à tous ces ancêtres du Père Noël, ce point commun, c'est le rapport aux enfants et surtout la nécessité pour les enfants d'être sages. Donc ça sert beaucoup aux parents. C'est un instrument d'éducation. Oui, d'emblée, le Père Noël a été un personnage qui avait un côté peu réversible, ambivalent. un peu ambivalent. C'est ça. On sent le Père Fouettard qui n'est pas loin, Krampus, et c'est une représentation très très ancienne d'une sorte de Lucifer doté d'une hotte rouge dans laquelle il enfourne les enfants, pas forcément pour leur faire du bien. Et il y a toujours eu cet aspect donc Dr Jekyll et Mr Hyde chez le Père Noël, mais surtout la constante, c'est son rôle social. On va le voir, c'est une sorte de fil rouge, c'est le cas de le dire, pour le Père Noël tout au long de son histoire, c'est son rôle social. Alors, contrairement aussi à ce qu'on a beaucoup prétendu, il y a une période qui est très intéressante, c'est celle du XVIIe siècle. Parce que là, le Père Noël est un sans-papier, il va émigrer, il va accompagner les Européens qui fuient la misère, l'étroitesse d'esprit. Jusqu'au Nouveau Monde, l'étroitesse d'esprit de la vieille Europe, les restes de l'Inquisition. Et là, il est temps de faire tomber une première idée reçue. Contrairement à ce qu'on raconte souvent, les Américains ont humanisé le Père Noël bien avant de le merchandiser. Et l'homme qui a fait ça, c'est un type admirable, qui était l'ancêtre de Plantu, en quelque sorte, qui s'appelait Thomas Nast. C'est en 1863, cet homme a une vingtaine d'années. Et il veut lutter contre l'esclavage aux États-Unis, qui concerne pas seulement les Noirs, mais aussi d'une certaine façon les Chinois. Il veut lutter contre l'étroitesse d'esprit de certains protestants, de certains catholiques, qui sont arrivés de l'autre côté de l'Atlantique encore plus intégristes qu'ils n'étaient partis. Et alors, pour lutter contre tous ces gens-là, il s'empare du Père Noël. Il lui fait subir une cure XXL à la Depardieu, à la Carlos, puisqu'on parlera tout à l'heure de Françoise Dolto. Oui. Et il en fait le parfait prototype du grand-père bavarois de ses racines, car le petit Thomas a émigré de Berlin à l'âge de 5 ans avec sa maman. Il fait partie de ces Berlinois, puis aussi de ces Irlandais qui ont fondé New York. Et là, le Père Noël, sous son crayon, devient ventru, pansu, jovial, grand mangeur, grand buveur, grand fumeur de bouvard,
de bouffarde, pardon, Oui. devant l'Éternel. Et en fin de compte, c'est la première façon d'immortaliser un Père Noël rouge et blanc, après lui avoir fait subir cette cure XXL qui en fait un Alors que, personnage oui, très avenant, Du très temps de bonhomme. Saint-Nicolas, il était plutôt tout blanc, hein, le Père Noël. Il était très... Il pouvait être blanc, il pouvait pur et être hivernal. gris. Oui. Très rapidement, il y a deux couleurs quand même qui se sont dessinées, le rouge et le vert. Il en reste quelque chose aujourd'hui avec le Père Noël du Secours populaire, et non pas du Front populaire, ce serait une autre histoire, qui est vert, et auquel son alter ego, le Père Noël rouge, donne régulièrement un fier coup de main. Oui, il l'aide beaucoup par les temps qui courent. J'ai cité tout à l'heure Clément Clark Moore, hein, ce poète qui va dès les années 1820 donner au Père Noël, avant même Thomas Nast, hein, il va lui donner sa physionomie définitive. Les Américains sont très attachés au personnage. Ils sont très attachés au personnage, et les anglo-saxons en général. Et un des premiers écrivains européens qui va s'emparer du Père Noël, c'est Charles Dickens. Alors on y vient, si vous voulez bien, dans un instant, le Père Noël de Charles Dickens. Franck Ferrand sur Europe 1. S'imposait. Vous nous parliez quand même de Charles Dickens au moment où nous avons interrompu Jean-Pierre Guénaud. Bien avant Victor Hugo, Charles Dickens met en scène les SDF et les orphelins des rues. Et dès lors qu'on met en scène la pauvreté, on met toujours en scène le Père Noël, qui devient d'abord une façon de s'auto-interpeller. Le Père Noël commence par s'interpeller lui-même, et surtout, il interpelle l'opinion publique. Et après Charles Dickens, qui met en scène... Il y a les contes de le Père Noël de Dickens, hein, il y a ces histoires qui sont devenues très célèbres outre-Atlantique et outre-Manche, bien sûr. sûr. Tout à fait. Et digne relais de Dickens, à la fin du 19e siècle, les grands illustrateurs mettent en scène le Père Noël pour... apostropher l'opinion publique et lui dire, bon, bien évidemment, il y a des nantis, mais quid des gens qui n'ont pas de cheminée, qui n'ont pas de toit et qui n'ont rien. Et on commence déjà à voir ce rôle social du Père Noël. En France, la première à employer le terme, comment dit-elle, bonhomme Noël, Père Noël. Père Noël. C'est George Sand. C'est George Sand, elle fait allusion à sa petite enfance en 1808, et le vocable est tel quel, vocable qui ne rentrera dans le dictionnaire de l'Académie française qu'en 1931, beaucoup plus tard. Ah oui, donc jusqu'en 1931, le Père Noël n'a pas d'existence lexicale. Pas par le biais du dictionnaire, on parle du bonhomme Noël, et puis souvent les enfants écrivent à ses ancêtres, parmi lesquels on trouve le petit Jésus. Alors vous nous avez dit tout à l'heure que les Américains avaient humanisé le Père Noël, plus qu'ils ne l'avaient merchandisé. Enfin, tout de même, il y a une dimension commerciale dans toute cette affaire. Elle est venue plus tard, et la leur a plutôt été bénéfique. Les premiers qui s'emparent du Père Noël, c'est Waterman. Le stylo à plume est inventé à la fin du 19e siècle. Bon, c'est un cadeau de Noël, et puis c'est une occasion de s'écrire avec ce stylo à plume. Ensuite, on trouve Michelin, on trouve des annonceurs, mais bien avant les marchands de soda, les publicitaires français vont s'emparer du Père Noël, grosso modo à partir de la Première Guerre mondiale. Les Américains essayent de réexporter le Père Noël dans nos tranchées en 1917. Ça ne prend qu'avec les adultes, en tout cas à grande échelle. Il faudra attendre le débarquement en 1944 sur les plages de Normandie pour que là, le phénomène devienne un phénomène de masse. Et entre les deux guerres, sous la plume et le talent des publicitaires français, le Père Noël se fait l'apôtre des alcools forts, du tabac en général et des gros cigares en particulier, et des petites femmes légères. C'est très très étonnant. Et là, il devient un coquin, ascendant un peu vieux pervers. Et somme toute, quand les marchands de soda débarquent, en 1915, Ginger Ale, 15 ans avant Coca-Cola. Coca-Cola dans les années 30, pour essayer de convaincre les gens du fait qu'on ne boit pas seulement du soda quand il fait 40 à l'ombre en plein été. Eh bien, ils ont plutôt réexporté une image bon enfant du Père Noël qui en avait bien besoin. Car les Français, toujours fidèles à l'esprit de la gaudriole, on avait fait ce fiefé coquin que l'on sait. Mais un fiefé coquin qui donc s'adressait aux adultes. Les hordes d'enfants qui déposent les souliers devant le sapin en priant et en écrivant des lettres au Père Noël, c'est donc très tardif en fait. C'est beaucoup plus tardif. À l'époque, on visait les quadras qui avaient fait des mariages d'argent. Je me rappelle ce film, vous savez, l'assassinat du Père Noël. Oui. On a un qui a joué un... Oui, on est tout à fait dans ces eaux-là, et on visait les quadras qui réalisent à 40 ans un peu cynique, que la vie est peut-être courte et qu'il est temps d'abuser d'un certain nombre de choses.
Alors ce Père Noël, on peut dire qu'il devient un mythe populaire en France avec la chanson de Tino Rossi qu'on a entendue tout à l'heure, hein, bien entendu. Et comme par hasard, juste après le débarquement, voilà. au début des 30 Glorieuses, et les choses vont aller... Des 30 Glorieuses, des 30 années d'abondance, finalement, tout ça va de pair. L'abondance qui revient, et la chanson est toujours le fidèle témoin de ce qui se passe. On peut penser aussi au twist du Père Noël, des chaussettes noires, et au début d'Eddie Mitchell. Et quand on pense aux débauches de cadeaux qu'on peut voir aujourd'hui, je pense toujours à mon grand-père qui me disait que pour Noël, quand il était petit, il avait une boîte de crayons de couleur et une orange. La hotte de Noël Europe 1. Je sais pas s'il y a une boîte de crayons de couleur et une orange dans notre hotte, Julia, il reste quelques minutes. Exactement, et puis c'est bien plus que ça. Vous pouvez jouer pour tenter de gagner un séjour d'une semaine pour 6, 7 ou 8 personnes à la mer, à la montagne, dans une résidence 3 étoiles Mona Lisa. C'est un cadeau exceptionnel car vous pourrez choisir votre destination, partir en famille, même pendant les vacances scolaires. 1 400 €, c'est la valeur du séjour. Alors, pour vous inscrire au tirage au sort, je vous donne le mot de passe et le prénom Franck, CK à la fin, par SMS, 7 39 21, 50 centimes plus coût d'un SMS, ou bien vous nous appelez au 39 21, 34 centimes d'euros la minute. Bonne chance à vous tous, et puis nous annoncerons évidemment le nom du gagnant en fin d'émission. Au cœur de l'histoire sur Europe 1, le récit de Franck Ferrand. Avec un récit consacré aujourd'hui à Saint-Nicolas. Alors ce Saint-Nicolas qui est passé le 6 décembre, il faut savoir que c'était déjà Noël le 6 décembre dans toutes les régions rhénanes, disons, et dans l'est de la France. Ce Saint-Nicolas, le personnage du martyrologe, il est né, en tout cas de la légende dorée, il est né au IIIe siècle, à la fin du IIIe siècle ou au début du IVe siècle, en Asie mineure, dans une ville portuaire qui s'appelait Patara. Et très jeune, il a été élu évêque. On est dans les débuts de la chrétienté, vous savez, on élit les évêques, et il va rester pendant une trentaine d'années dans une île qui d'ailleurs deviendra l'île de Saint-Nicolas. Et puis il s'établit à Myra. C'est là qu'on l'identifie en quelque sorte. Cette ville qu'on appellera Myre dans la littérature classique et qui se trouve être la ville de Demre aujourd'hui en Turquie. Alors il va lutter, cet évêque, dans une période de christianisation encore et d'évangélisation, il va lutter sans relâche contre les cultes païens. Vous avouerez que ça ne manque pas de sel, cette histoire. Des cultes rendus à Apollon, à Artémis, etc. Et puis il mourra donc un 6 décembre, c'est pour ça qu'on le célèbre le 6 décembre. Alors on ne sait pas si c'était le 6 décembre 310, 311, 312... Toujours est-il qu'il aurait été victime des persécutions de Dioclétien. Certains disent, et c'est dans la légende dorée de Jacques de Voragine, on dit en tout cas qu'il est mort bien plus tard, en 343, et qu'il a bien été enterré à Myra en 343. Ce qui est sûr, c'est que en 1087, vous voyez là on fait un bond de 6 siècles en avant, en 1087, des commerçants italiens qui venaient de Bari vont passer par Myra et ils tentent de s'emparer de la dépouille du saint. Je dis qu'ils tentent, vous savez que c'est l'époque où toutes les villes d'Italie veulent leurs reliques pour organiser des pèlerinages et pour faire la fortune de la ville du reste. Ils tentent de s'en emparer parce que certains auteurs affirment qu'en fait ils se seraient trompés et qu'ils auraient pris la dépouille d'un mort voisin et que ça ne serait pas à Saint-Nicolas. En tout cas, à partir du XIe siècle, début du XIIe siècle, à Bari, on célèbre Saint-Nicolas, notamment dans l'église Saint-Nicolas de Bari. Et puis au début du XIIe, c'est un Lorrain, il s'appelle Aubert de Varengeville, qui passe par Bari et comme il a à son actif de hauts faits d'armes, on lui remet une phalange du saint. Il va rentrer chez lui en Lorraine et il fait don de la phalange, on coupait les reliques en morceaux à l'époque, il fait don de cette phalange de Saint-Nicolas à une église qui se trouve à Port. À Port, c'est à une vingtaine de kilomètres au sud de Nancy. Ce sera désormais l'église Saint-Nicolas de Port. Et c'est à partir de là que va naître la légende. On dit, vous savez, que Saint-Nicolas est intervenu, il est le protecteur des enfants malheureux, volés, assassinés. Il serait intervenu pour rendre la vie à 3 enfants. Alors je vais vous la dire, je ne vais pas vous la chanter, la comptine, la complainte de Saint-Nicolas, mais je vais vous la dire si vous voulez bien. Il était 3 petits enfants qui s'en allaient glaner au champ, s'en vont un soir chez un boucher. « Boucher, voudrais-tu nous loger ? Entrez, entrez, petits enfants, il y a de la place assurément. » Ils n'étaient pas sitôt rentrés que le boucher les a tués, les a coupés en petits morceaux, mis au saloir comme pourceaux. Saint-Nicolas, au bout de 7 ans, Saint-Nicolas vint dans ce champ.
Il s'en alla chez le boucher. « Boucher, voudrais-tu me loger ? Entrez, entrez, Saint-Nicolas, il y a de la place, il n'en manque pas. » Il n'était pas sitôt rentré qu'il a demandé à souper. « Voulez-vous un morceau de jambon ? Je n'en veux pas, il n'est pas bon. Voulez-vous un morceau de veau ? Je n'en veux pas, il n'est pas beau. Du petit salé je veux avoir, qui a 7 ans qu'est dans le saloir. » Quand le boucher entendit cela, hors de sa porte, il s'enfuya. « Boucher, boucher, ne t'en fais pas, repens-toi, Dieu te pardonnera. » Saint-Nicolas posa 3 doigts dessus le bord de ce saloir. Le premier dit « J'ai bien dormi », le second dit « Et moi aussi », et le troisième dit « Je croyais être en paradis ». Vous voyez, ces 3 enfants donc ont été tués par ce boucher, découpés, mis au saloir, et puis 7 ans plus tard, Saint-Nicolas leur rend la vie. Alors d'où vient cette légende ? Eh bien, Émile Malle, le célèbre Émile Malle, d'après le révérend père Caillé, a cru pouvoir identifier l'origine. En fait, il semblerait que cette légende vienne d'une antique légende de Saint-Nicolas délivrant 3 officiers romains qui étaient dans les geôles de Constantin avant que Constantin ne se convertisse au christianisme. Et Saint-Nicolas, comme toujours dans la peinture byzantine, figurait en taille disproportionné par rapport aux 3, pour montrer sa grandeur d'âme en quelque sorte. Sauf que en Occident, on ne savait pas lire tout ça et on a cru que les trois officiers romains c'était des enfants en fait. Et comme ils se trouvaient sur une tour byzantine et que la tour avait la forme d'un saloir, et bien on a pensé que les enfants étaient dans un saloir. Voilà l'origine de cette légende, une déformation en quelque sorte, une incompréhension du thème initial. Que ce soit ou non par déformation, l'évêque de Myra va devenir ce saint patron de l'enfance, et mieux que ça, il va devenir celui qui récompense les enfants sages et qui punit ceux qui ne l'ont pas été, le grand distributeur des friandises du 6 décembre, le Saint Nicolas, encore un des ancêtres, on va dire cette fois le père ou le grand-père de notre Père Noël. La danse des pipeaux, extrait de Casse-Noisette de Tchaïkovski, Franck. Casse-Noisette, là encore un incontournable de Noël. Alors Jean-Pierre Guénaud, cette légende de Saint-Nicolas a beaucoup fait finalement pour populariser le Père Noël avant la lettre. Oui, et ce qui est curieux, c'est que ce nom est devenu le synonyme de Père Noël aux États-Unis, alors que maintenant, quand on parle de Saint-Nicolas, de Santa Claus, ça n'a plus grand rapport avec le saint. Le Père Noël est devenu un personnage totalement profane. Et la comptine, la légende, enfin la petite chanson, elle a été popularisée, me disiez-vous, par Gérard de Nerval, oui, qui aimait beaucoup le vieux fond des chansons européennes et françaises. Alors dans un instant, votre compagnie, nous allons ouvrir ce magnifique album avec toutes ces lettres au Père Noël. On avait les poignantes paroles de Poilu, voici maintenant les désopilantes mais souvent émouvantes paroles d'enfance et prières au Père Noël. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. C'est que dans l'immédiate après-guerre, lorsque se popularise, comme vous nous l'avez dit, Jean-Pierre Guénaud, l'image du Père Noël, le moins qu'on puisse dire est qu'elle ne fait pas l'unanimité et qu'elle déplaît notamment beaucoup à l'Église. Et il y a dans votre livre une double page consacrée à ce que vous appelez l'Holocauste du Père Noël. Oui, on est en 1951 là. L'église qui voit rouge avec l'évêque du diocèse de Dijon qui donc fait pendre et brûler son effigie. Le problème, c'est que la télévision est déjà là, ainsi que quelques médias de l'écrit, et l'image va faire le tour de France en quelques heures, bien avant Internet. Et là, c'est un scandale épouvantable. Et alors le maire de Dijon, qui est un autre ecclésiastique... Faut rappeler en 2 mots qu'on a pris une image du Père Noël, enfin pas une image, mais un mannequin en fait, et qu'on l'a brûlé. On l'a brûlé, et on a encore la photo qui est dans le livre, prise par Point de vue Image du Monde ce jour-là, et puis certainement des archives de télévision. Et le maire de Dijon est un autre ecclésiastique, le Chanoine-Quille, oui, mais il n'a rien à voir avec tout ça. Et lui, le lendemain, est obligé de faire courir un démenti dans la presse en disant non, le Père Noël n'est pas mort, c'était un simulacre. Mais cette affaire va déclencher une formidable querelle entre intellectuels, avec dans le camp des pro-Père Noël Cocteau, Lévi-Strauss, Barjavel, et dans le camp des anti-Père Noël, François Mauriac et Gilbert Cesbron. Et ils vont s'entretuer par gazette interposée. Cocteau va jusqu'à publier un j'accuse, à la manière de Zola, contre son ami, car ils étaient amis jusqu'à ce moment-là, Mauriac, en l'accusant de tuer, de décapiter les rêves des enfants.
Et ça a été vraiment assez dur. Est-ce qu'on peut dire qu'il y avait deux France, celle du pro-Père Noël et celle des anti-Père Noël? Ça n'est pas allé jusque-là, mais je pense simplement que tant que ce saint en voie de profanisation qui était Saint Nicolas bêchait sur les terres du 6 décembre, les choses allaient à peu près. Évidemment, là, il rentre en concurrence le 24 décembre au soir avec le petit Jésus. Et là, ça n'est pas drôle du tout pour un certain nombre des membres du clergé. Alors nous allons feuilleter un certain nombre de vos lettres, des lettres que vous avez collectées, comme me disait Lorena d'ailleurs quand on préparait cette émission. Comment faites-vous pour récupérer tout ce matériel, à chaque fois ces lettres extraordinaires? Ça c'est fascinant. Hein, toujours le même profil depuis 13 ans, depuis Parole de Poilu, c'est-à-dire un appel aux Français par voie de presse, par voie de radio, et puis là la consultation des archives précieuses de la Poste, et en particulier de l'adresse Musée de la Poste, et du centre de Libourne qui accueille depuis 50 ans le secrétariat du Père Noël. Alors que demandent les enfants au Père Noël? Voilà ce qu'ils lui demandaient au micro d'Europe 1 il y a jour pour jour 4 ans. Père Noël, il va là-haut dans la cheminée et il prend son échelle doucement et après il met le cadeau par terre. Il monte avec son traîneau sur le toit, il garde son traîneau. Il rentre dans la cheminée, il glisse comme un toboggan. Le Père Noël, il peut pas rentrer par le cheminée. Dès qu'il sent gros, il peut pas, parce que ça peut boucher. Et après, il pourra pas descendre. Peut-être il lance les cadeaux juste en bas. Ils peuvent avoir aussi un lutin pour déboucher la cheminée. Je ne vois pas comment ils pourraient descendre alors que les parents sont éveillés. Ça dépend si la porte de la cheminée elle grince, c'est sûr que ça va réveiller tout le monde. Alors que s'ils ont un lutin serrurier, ils peuvent entrer par la porte. Ils peuvent entrer sans réveiller personne. Il fait pas de bruit, le lutin, parce que c'est pas comme le Père Noël. Il prend une échelle du Père Noël, il a dit prenez l'échelle. Et après, allez, le lutin pousse doucement les cadeaux. Le mieux pour savoir comment tout ça se passe, c'est effectivement de le demander aux enfants. Il ne manque pas d'imagination, les enfants, dont vous nous montrez les lettres au Père Noël, Jean-Pierre Guénaud. On voit que le maître mot, il y a des gens un peu barbares et amnésiques qui parlent de mensonges. Mais non, c'est rêve. Nous avons tous besoin de rêves, de féeries, de magique pour nous construire. C'est ce qui a fait le succès de conteurs comme Grimm, Perrault et Andersen. Grimm, dont on célèbre le 200e anniversaire de la publication des contes, d'ailleurs, les frères Grimm. Absolument. Et on voit à quel point les enfants ont cette imagination formidable qui leur fait enrichir le personnage du Père Noël. Alors, il y a des adresses au Père Noël sur les enveloppes que vous reproduisez ici. Père Noël, rue des Nuages. Monsieur Père Noël, service jouets France. Père Noël, résidence d'hiver, bâtiment 25, oui. Et Père Noël, alors là, attention, Nébulo Strato Siro Frigo Stello Polaris. C'est le moins qu'on puisse dire. Et alors, ce qui est merveilleux avec ces lettres, c'est qu'on pourrait les croire totalement égocentrées. En ces périodes de forte consommation, pas du tout. Une lettre sur 3 est systématiquement tournée vers les autres. Et là encore, on trouve le rôle social vers ceux qui manquent de tout, vers ceux qui n'ont rien. Beaucoup d'enfants intercèdent pour leurs parents. Ils peuvent avoir des parents désunis ou des parents au chômage. Donc ils demandent au Père Noël d'essayer de rectifier la situation, de retrouver du travail, de réunir leurs parents séparés. Et puis, cet altruisme, on le trouve aussi dans les lettres pour adultes. L'an dernier, Libourne a reçu, je crois, à peu près 1 500 000 lettres. Et chaque année, il y a une dizaine de milliers de lettres d'adultes, avec essentiellement les 17-23 ans et les plus de 80 ans qui écrivent au Père Noël, c'est-à-dire ce que j'appelle le grand marché de la solitude. Le Père Noël est à la fois le confident des pauvres, des esseulés, le psychanalyste des pauvres aussi. On lui envoie débouteiller la mer, et quand les gens n'ont pas de religion, eh bien, il trouve là un tiers de confiance laïque, profane, qui est bien utile. Moi qui croyais que nous allions rire, voilà que vous nous faites pleurer. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Et le Père Noël est à l'honneur aujourd'hui sur Europe 1. Et notre Mère Noël à nous, c'est Marion Sauveur qui est venue avec toute une terrine de foie gras magnifique. Sublime foie gras. Oui. Alors, on s'est régalé. Je signale à ceux qui écouteraient et qui sont dans la maison à Europe 1, ils peuvent passer à la régie, il en reste encore un tout petit peu. Nous étions en train de parler de Libourne, Jean-Pierre Guénaud. Il faut que vous nous expliquiez pourquoi ces milliers, ces centaines de milliers de lettres arrivent à cet endroit. Eh bien, il y a 50 ans, un ministre qui s'appelait Jacques Marette a décidé que ces lettres, ces centaines de milliers de lettres ne pouvaient pas rester dans les nuages. Et donc, il a chargé un service public, la Poste, d'y répondre. Il était le frère d'une certaine Françoise Marette, qui est devenue Françoise Dolto, par le biais de son mariage. Et il a demandé à sa sœur d'être le tout premier secrétaire du Père Noël. Et depuis 50 ans, chaque année,
La Poste recrute, en fait, ça a été d'abord à Paris, c'est venu à Libourne en 67, et depuis cette date, la Poste recrute chaque année une soixantaine de lutines, travailleurs saisonniers, qui mettent sous pli les réponses du Père Noël. C'est le secrétariat du Père Noël. C'est le secrétariat du Père Noël qui fête donc cette année ses 50 ans, c'est quelque chose de formidable. Alors, comme vous le laissiez entendre à l'instant, on répond aux enfants, très nombreux et bien sûr majoritaires, mais aussi aux adultes. Depuis quelques années, oui, parce que le phénomène a pris de plus en plus d'importance et j'avais été un des successeurs de Françoise Dolto dans les années 90 pour les enfants. J'ai été le premier secrétaire du Père Noël cette année pour la lettre qu'il envoie aux adultes, dont je peux vous lire 2 extraits. Ah oui, oui. Avec les lettres des enfants de la Terre, je reçois depuis toujours des lettres comme la vôtre, des lettres d'adultes. Les unes sont chargées de vos peines, de vos solitudes et de vos douleurs. Les autres ont le sel de votre humour et le sucre de vos sourires. Et en voilà la conclusion. Je voudrais que la magie de Noël exauce vos souhaits les plus chers. Et je voulais vous confier au passage l'un de mes secrets pour mieux vivre. Même dans les moments les plus difficiles, il nous reste toujours une petite lueur d'espoir, celle qui éclaire notre vie lorsque nous la tournons vers les autres. Et comme souvent, les contes de Noël, ça finit par serrer le cœur. D'ailleurs, il y a dans votre livre des lettres qui sont en même temps des témoignages vraiment poignants. Hein. Oui, car j'avais là sous les yeux à l'instant, parce que je feuillette tout en vous parlant, le cas de Viviane en 1980, qui demande un appartement pour sa maman. Enfin, c'est terrible. Je ne vais pas lire ça, on ne va pas tous pleurer au micro. C'est le reflet du miel et puis aussi du vinaigre de la vie. Le Père Noël n'est pas un bisounours. L'homme l'a fait à son image et à l'image de la vie. Alors, vous êtes venu avec un scoop aujourd'hui. Ça, j'aimerais qu'on en parle parce que c'est tout à fait extraordinaire. Alors, ça ne figure pas dans votre livre et pour cause, puisque vous n'aviez pas connaissance de ce document au moment de la publication. C'est tout récent. Je dirige la culture du Musée des Lettres et des Manuscrits de Paris et je prépare une exposition Verlaine qui est à Bruxelles, qui viendra à Paris en février sur Verlaine emprisonné. Et là, en zoomant sur un dessin qui me sert à préparer cette exposition, quelle n'a pas été ma surprise de voir que Verlaine, en 1880, qui envoie un autoportrait de lui-même, Verlaine au vent des 4 saisons, adressé à son ami Edmond Lepelletier, qui est également un grand ami de Rimbaud. Alors on voit Verlaine avec un parapluie, un râteau, un chapeau de paille, des patins à glace, les 4 saisons sont présentées. Et puis, dans le petit coin à droite, je n'avais pas fait attention à un détail. On voit un soleil. Et dans ce soleil, on appelait autrefois une mandorle, hein, ça fait vraiment penser à ça dans la peinture byzantine, une espèce de grande forme oblongue, hein, qui est comme un accueil solaire. Et dans ce soleil, comme dans un nid, le Père Noël, le bonhomme Noël, nous sommes en 1880 et la légende manuscrite de Verlaine, qui est la suivante, ça, c'est le soleil croumirisé par le bonhomme Noël. 1880. Le terme croumirisé. Alors il m'a donné bien du fil à retordre, celui-là, Croumir. C'est une province de Tunisie, mais encore Croumir. Eh bien, à l'époque de Verlaine, les Croumir, c'était ces petites pantoufles de peau que l'on mettait dans les sabots pour ne pas se blesser avec le bois des sabots. Donc, d'une certaine façon, Verlaine indique à son ami que dans le soleil, le Père Noël est un peu comme cette pantoufle de peau dans son sabot, c'est-à-dire comme un oiseau dans son nid, en quelque sorte. C'est assez magnifique. Hein. C'est merveilleux, et alors voilà un scoop total. Ce Père Noël de Verlaine, totalement inconnu au bataillon, Verlaine le dessine avec une sorte de chapka, une belle barbe blanche, une tunique, des bottes. C'est un Père Noël très moderne, 1881. Il a simplement 130 ans. Alors, parmi toutes les lettres que vous nous montrez, certaines ne manquent pas d'humour aussi, hein, il faut le dire. Est-ce qu'on peut pas soupçonner certains parents de temps en temps de se substituer aux enfants pour écrire des lettres au Père Noël, ça, on et pour choquer le secrétariat du Père Noël? Oui, on le voit très vite avec l'écriture, car les parents tiennent la main de leurs enfants, mais très vite on voit à l'écriture que c'est l'enfant lui-même. Ce qui est merveilleux, c'est donc l'altruisme de ces lettres. Elles reflètent toujours l'histoire. C'est intéressant, ces lettres de 2 frères. Celui qui a l'âge d'écrire au Père Noël en pleine Seconde Guerre mondiale et qui demande une paire de chaussures pour chaque membre de la famille, des chaussures à semelle de bois, certainement. Et puis son petit frère qui, en 53, évidemment, change de ton. Alors, ce qui est merveilleux dans ces lettres, c'est qu'elles hésitent toujours entre le vous et le tu. Ah, voilà. Hein, ce qui est merveilleux aussi, c'est qu'elles incarnent quelque chose de décisif. D'abord, c'est la première fois qu'un enfant écrit une lettre. Et c'est la première fois qu'il se tourne vers l'extérieur du cocon familial. Qu'il ne s'adresse pas à ses parents, ses frères et sœurs, sa fratrie, ses grands-parents ou ses cousins. Donc c'est un acte très symbolique.
Alors, vous avez relevé évidemment un certain nombre de formules qui sont amusantes et que vous présentez à la manière de la tirade d'aînés de Cyrano. Altruiste, je ne t'en demande pas trop, Père Noël, car je sais que tu vas en porter aux petits-enfants malheureux. Oui, il faut penser aux autres quand même. Prévoyant, je vais te laisser sur la table 400 francs. Ça peut être utile. Précis, deuxième cour à droite, escalier D, 5e étage, porte 97. Étourdi, je sais que je t'ai déjà écrit, mais sur ma lettre, j'avais oublié une petite chose. Ben oui, c'est parfois comme ça. J'aime beaucoup l'éveiller. Une petite sœur cette année et un mari pour l'an prochain. Je voudrais que tu m'apportes un dada, un papeau, un pampan, un toutou, des bonbons, des paquets. Moi t'aime, Papa Noël, et des tas de gros baisers. Et c'est signé, ça ne s'invente pas, Titi. Oui, ça c'est le cumulateur. Alors on peut dire que toutes ces lettres au Père Noël sont aussi un peu le reflet de la société et elles ont évolué depuis ces 50 ans qu'existe le fameux secrétariat. On ne voit plus tout à fait les mêmes choses. Elles ont formidablement évolué et alors c'est un acte très physique. Sur ce plan-là, Internet n'a qu'un avenir restreint. Les enfants ont le besoin d'envoyer dans ces lettres des objets. C'est merveilleux de visiter Libourne, de voir ces enveloppes pleines de totoches. On a même une chose qui nous a cassé le cœur l'an dernier. C'est cette petite fille qui, sous la pression de ses parents, envoie son doudou et qui n'a pas laissé son adresse. Donc ce trésor-là restera une relique bien plus précieuse que celle de Saint-Nicolas, qui restera à Libourne jusqu'à la fin des temps. Joyeux Noël à vous, nous dit Béatrice via Facebook. Joyeux Noël à vous, Béatrice, et à vous tous nos auditeurs. Chantal nous dit, j'ai 54 ans et pourtant, c'est tellement magique. À tout de suite, Père Noël. Et puis Patrick nous parle donc de cette légende, nous revient sur cette légende de Saint-Nicolas, sur ces légionnaires qui ont été pris pour des enfants. Merci beaucoup Jean-Pierre Guénaud d'être venu nous faire rêver. Cet ouvrage, Cher Père Noël, mis en image par Jérôme Pecnard qui a fait un très beau travail. C'est comme d'habitude un talent fabuleux. Un siècle de lettres au Père Noël est édité par Télémac. Je pense que c'est vraiment, ça fait tout simplement un très beau cadeau de Noël. Merci beaucoup.